avec vous, Christelle Tongoudou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Chérif. Mais dis donc, vous êtes tout en beauté ce matin. Vous également, Christelle. Merci beaucoup. Si vous l'avez dit, c'est l'heure du bulletin d'information et on démarre tout de suite. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce bulletin d'information. On démarre par cette nouvelle brève. L'avion transportant le chef d'État a atterri sur la piste de l'aéroport international de Newark ce dimanche dans le New Jersey. Voilà, aussitôt constitué, le convoi présidentiel s'est ébranlé direction le siège de l'ONU à New York. Ici, le président Patrice Talon s'est entretenu avec le secrétaire de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, en marge des travaux de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale. La chaude poignée de main et la signature du livre de l'ONU n'ont pas échappé aux objectifs des caméras au siège de l'organisation onusienne. Les deux personnalités ont donc l'occasion de cette rencontre pour passer en revue les axes prioritaires de coopération. Antonio Guterres a notamment salué les efforts accomplis par le Bénin pour l'atteinte justement avant l'échéance fixée à l'horizon 2030 des objectifs de développement durable. Et à ce titre, deux rencontres de haut niveau se tiennent ce lundi. Il s'agit de la réunion organisée par le gouvernement, la présence remarquée de Christine Lagarde, directrice générale du FMI, suivie de la table ronde sur le rôle des partenaires publics privés. Signalons donc que le ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Biotchane, accompagne le chef de l'État dans ce déplacement. Après la signature de l'avenant dans le cadre du projet de protection de la côte de l'Est de Cotonou, le groupe de fonds saoudien a effectué une visite sur le chantier de la route des pêches. Les émissaires étaient satisfaits de l'évolution des travaux. Les détails, j'allais dire, avec Jérôme Roubon. Le Fonds saoudien de développement est un démembrement du groupe de coordination des fonds arabes. Sa visite au Bénin a un objectif spécifique. Ils ont été l'un des pionniers, l'un des fers de lance de l'important projet d'érosion côtière dont nous avons la satisfaction qu'il produit le fruit escompté, à savoir la récupération de la plage. Maintenant, dans leur procédure, lorsque le projet, le financement est terminé, il est bouclé, il faut signer un avenant pour constater effectivement la fin des décaissements. C'est l'objet de leur visite. Donc l'objet est très très spécifique. Tout naturellement, le Bénin saisira l'occasion pour solliciter des autorités du fonds saoudien la possibilité d'utiliser le reliquat du projet pour des activités, des composantes qui sont toujours dans le droit fil de ce projet, en particulier le renforcement des capacités de la Caisse autonome d'amortissement qui assure la gestion de ce projet. Le gouvernement a déjà démarré la seconde phase de cet important projet. La route des pêches. La route des pêches, c'est le prolongement de l'érosion côtière. Parce que la route des pêches, c'est un pilier de la politique touristique du gouvernement. Et s'il n'y a pas d'infrastructure qui soit viable, il est difficile de mettre en œuvre le projet. C'est pourquoi il y a un lien très étroit entre le projet d'érosion côtière phase 1, phase 2 et prochainement la phase 3 et le grand projet de la route des pêches. L'impression est excellente. Vous avez vu à quel point les entretiens qu'on a eu tout à l'heure sont très, très conviviaux. Ça signifie tout simplement qu'ils ont une très bonne impression du Bénin, une très bonne impression de notre coopération, la célérité avec laquelle le gouvernement fait son travail et également ils ont conscience bien sûr qu'il y a une nouvelle vision. Il y a une nouvelle dynamique qui se construit au Bénin et soyez sûrs que le Fonds saoudien de développement sera toujours avec nous pour poursuivre l'œuvre magistrale qui est entamée par le chef de l'État. De quoi augurer d'un lendemain meilleur de la coopération entre le Bénin et le groupe de coordination des fonds arabes. Les douanes béninoises se forment sur les nouvelles pratiques en matière de lutte contre la fraude, le terrorisme et le financement du terrorisme. Un cycle de connaissances organisé par l'Organisation mondiale de la douane est donc organisé du 24 au 28 septembre à l'Infosec à Cotonou. On retrouve à nouveau Jérôme. Depuis quelques mois, les prouesses des douanes béninoises forcent l'admiration. Voilà pourquoi, à travers le programme COPES, l'Organisation mondiale des douanes entend renforcer leurs pratiques opérationnelles en matière de lutte contre la fraude, le terrorisme et le financement du terrorisme. Une formation technique et spécifique comme celle-ci à l'endroit
des cadres opérationnels reste l'une des solutions les plus appropriées. Le COPES promeut des pratiques professionnelles qui permettent aux services douaniers et aux services traitants à la frontière de mieux appréhender les flux de marchandises, de personnes et de capitaux. De même, il dissémine les pratiques identifiées comme les plus efficaces au sujet de la collecte de la preuve. On reprend toutes les matières de lutte contre la fraude, comme le renseignement, la gestion du risque, les constatations. On fait une initiation également à la police scientifique. Donc elle va être mise en œuvre pendant une semaine. C'est une formation qui est très interactive et à l'issue de cette formation, normalement les agents des douanes et leurs cadres auront amélioré leur capacité à se situer dans la chaîne pénale douanière et pourront ainsi mieux travailler, que ce soit en termes de collecte des droits et taxes ou alors même en matière de sécurité, en matière de lutte contre la fraude d'une manière générale. Le Bénin est le premier pays africain à bénéficier de ce programme. C'est un indice de performance à l'actif de l'administration douanière. Vous savez, aucune administration sérieuse ne peut évoluer tant qu'elle ne fait pas de réformes sérieuses. Donc cette formation s'inscrit aussi dans le cadre de nos réformes où aujourd'hui nous voulons un douanier de type nouveau, un douanier qui a une tête bien faite pour être résolument au service de la République et du Trésor public. Il y avait d'autres modules, mais aujourd'hui c'est une nouveauté et le Bénin est le premier pays. Et ça, c'est grâce à nos saisies qu'on a pu faire. C'est grâce à nos procédures qu'on a modernisées, puisque l'organisation des douanes suit l'ensemble des pays et a bien envie d'accompagner ceux-là qui sont déjà à un certain niveau. D'autres programmes sont prévus après le COPES, qui est à son premier cycle. Toujours au menu de ce bulletin d'information, retenez donc que le ministre des Affaires sociales a visité les centres de promotion sociale de Cotonou. C'était jeudi dernier, une des centres qui lui a permis de voir de près comment fonctionnent ces différents centres. Reportage. Le centre de promotion sociale est le bras opérationnel du ministère des Affaires sociales. Il est donc en contact permanent avec les couches vulnérables. En décidant de parcourir les 6 centres de promotion sociale de Cotonou, Bintou Tchabi Adam Taro veut toucher du doigt les réalités afin d'améliorer les conditions de travail. Voir ce que l'État a déjà fait et en fait faire une publicité, rendre plus visibles ces centres qui reçoivent du monde, qui reçoivent des gens qui ont perdu espoir, qui reçoivent des gens d'une vulnérabilité avancée, qui ne savent à quelle porte taper. Et ce sont dans les centres de santé, dans les centres de promotion sociale qu'on les écoute. Il y a des oreilles attentives pour les écouter, leur remonter le moral, constituer pour eux des dossiers pour leur prise en charge. C'est ça le rôle de l'État. Et ce n'est pas toujours connu. On ne le sait pas toujours. Mais je vous dis que l'État investit de gros moyens pour faire asseoir les services qui seront à l'écoute ou qui sont déjà à l'écoute des populations démunies, des femmes qui subissent les violences des hommes, des enfants qui sont maltraités et des personnes handicapées qui sont très vulnérables, des orphelins, des veuves. Le détour à la direction départementale de la famille et de la solidarité a permis à la ministre des Affaires sociales de faire connaissance avec ses collaborateurs et de les encourager dans l'exercice de leurs fonctions. Et voilà qui met un terme à ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.
C'était donc le bulletin d'information, une présentation de Christelle Tongoudou. On va pouvoir donc démarrer maintenant la revue des titres et on démarre avec le quotidien du service public La Nation. Que nous dit La Nation ce matin en manchette? Commission communale d'actualisation de la LEPI, liste intégrale des 154 représentants du Parlement. C'est un article à retrouver dans les colonnes du journal. Toujours à la une du journal, exercice 2019, l'Assemblée nationale se dote enfin de son budget. On retrouve également colloque international des résultats scientifiques sur le climat. Un autre journal à retrouver, les échos de la vallée. Les échos de la vallée, crue du fleuve Ouimet, plusieurs dégâts dans les ménages et écoles de la vallée de l'Ouimet. C'est une information que nous relatent les échos de la vallée. Toujours à la une du même journal, les échos de la vallée, après le bras de fer entre les députés et l'exécutif, le budget du Parlement enfin voté selon le journal. On passe à un autre quotidien, le matinal à présent. Le matinal, budget 2019 de l'Assemblée nationale, 18 milliards de francs CFA pour les députés. Membres du Parlement au COS LEPI, un autre titre à retrouver donc à la une du journal, la liste des 154 CCA des 77 communes publiée. Un autre journal maintenant, un autre journal, nouvelle mutation. La nouvelle mutation, perspective respective des législatives de 2019, Talon exige des engagements écrits de fidélité aux députés BMP, nous apprend ce quotidien. Alors, ce sera tout pour cette revue des titres et on prend une pause avant de revenir avec nos débatteurs. Chaque vendredi, les artistes adoucissent nos mœurs. Roots, votre magazine de divertissement. C'est tous les vendredis à 21h sur l'ORTB, la télévision du service public. Qui sont venus, nous avons plein de choses à partager ensemble. Le pas humain comprend trois parties, la tête, le tronc et les quatre membres. Sommes là pour danser, sommes là pour bouger, sommes là pour fêter, et Nadou. Mon conte roule, traverse plusieurs royaumes et compte sur 4 princesses dont le père ne connaissait pas le nom. Et nous voilà donc de retour sur 5 sur 7 matin. Vous l'aurez compris, c'est la matinale de l'ORTB, la plus conviviale qui soit. On se sert de l'eau, on se sert du café également, puisque simplement, on en a besoin. Allez, aujourd'hui, vous le savez, c'est le mardi de l'environnement et de la santé. Et aujourd'hui, nous abordons un phénomène assez complexe, parfois même tabou, et que rencontrent les adolescentes et jeunes filles. Mais on va prendre le temps, tout de suite, là même,
On prend une pause et puis on se retrouve juste après, pour installer confortablement nos invités. À tout de suite. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Mi se mo ye mi na tro nu wa itengberupo e o gba fi nu pe na gonu bene to oton soro tenu mi wa lo dagbe e mi lu na zan bo bene to mi tra inu ko ganjie jo amo mi ton e yesu fan bo doji ganji la ipon e fi la menu dagbe yo ndudu abinu sisof no temeteme e do o khade le gesi lo to mi fie. Vous le savez bien, nous sommes aujourd'hui mardi et au cœur du débat, c'est bien sûr l'hygiène menstruelle à l'école, un impératif sanitaire, environnemental et éducationnel. On va pouvoir en discuter avec nos débatteurs qui sont déjà sur place. Angela Kouidia, bonjour. Bonjour, bonjour chérie. de nouveau, comment vous portez-vous ce matin? Ça va. Le stress, ça va, on a essaie de gérer le stress engendré par toutes ces situations inconfortables qu'on a eues ce matin. Bon, mais bon, ça va quand même. Ça va. Nous avons William Yemalin Tchoki. William, bonjour. Bonjour, Awa Sharif. À côté de vous, Alain Tossouno. Alain, bonjour. Bonjour, Awa. Comment vous portez-vous ce matin? Bonjour, Alain, bienvenue. Serge? Allez, on vous l'a dit à l'entame, elle est un phénomène naturel. Elle fait partie de la vie normale de la femme. Elle dure, dit-on, entre 2 et 7 jours, ce qui totalise près de 3000 jours de règles en moyenne au cours d'une vie de la femme. Pourtant, dans certains milieux, le normal peut virer au paranormal, même à l'anormal. La gestion de l'hygiène des menstrues en milieu scolaire est un sujet assez complexe parce que très peu de gens, sinon personne, n'ose l'aborder véritablement, surtout à l'école, tant il est tabou. Les adolescentes se font surprendre la plupart du temps pour la première fois
en classe, dans la cour de l'école ou même au sport. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir est-ce que nos établissements scolaires ont le dispositif nécessaire pour permettre aux filles de mieux gérer leurs menstrues. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement de ne pas avoir de toilettes ou d'eau courante à disposition quand l'on a ses règles? Et puis de ne pas avoir également d'antalgique ni de serviettes sanitaires à disposition. Comment gérer ce moment chaque mois où la honte et parfois le rejet vous guettent, vers qui se tourner pour savoir comment assurer une bonne hygiène menstruelle? C'est bien sûr de cela qu'il est question. Il faut rappeler que vous également, vous avez droit à la parole, hein, comme tous les autres jours. On a cette question pour vous. Dites-nous simplement comment vous aidez vos filles à gérer leur hygiène menstruelle? Comment aidez-vous vos filles à gérer leur hygiène menstruelle? Laissez-nous vos messages, partagez vos expériences avec nous sur Facebook, sur Twitter ou sur WhatsApp. Utilisez le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et puis est attendu encore sur ce plateau un quatrième invité. Il s'agit bien sûr de Félix Adeinka, qui est le coordonnateur national du WSSCC. Il est véritablement le spécialiste de la question, mais il va nous rejoindre au cours de ce débat. Alors, je vais peut-être commencer par Alain. Je ne sais pas si vous avez véritablement étudié la question. Est-ce qu'on peut déjà essayer de voir quelle est la réalité dans nos écoles aujourd'hui au Bénin? Il faut dire que, d'abord, je vous remercie d'avoir inscrit donc, ce sujet-là, parce que c'est un sujet tabou, comme vous l'avez dit, et ce n'est pas facile, même lorsqu'on est journaliste, d'aborder la question, parce que nous sommes issus également de la société, cette société qui, pendant longtemps, a fait de ce sujet un sujet vraiment tabou. En fait, c'est en 2014, à l'occasion d'un atelier sous-régional que nous avions organisé ici au profit des journalistes de l'Afrique de l'Ouest, que la question aussi a été au cœur même de la formation, grâce donc au Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, le WSSCC en anglais. Alors, c'est pas facile d'aborder la question, ça il faut le dire, parce que tout simplement, l'éducation que nous avions reçue fait que la question n'a jamais été abordée, même avec la jeune fille, pour parler même des garçons. Donc nous avons donc grandi avec cela, et je crois que depuis, j'ai bénéficié d'un certain nombre de formations, et j'ai compris en réalité qu'il fallait donc briser le silence par rapport à cette question-là, parce que dans nos écoles, les écoles ne sont pas préparées à aborder la question. L'instituteur, il n'est pas préparé à aborder la question. Il n'y a pas, les toilettes ne sont pas appropriées donc pour permettre à la jeune fille, lorsque ce moment survient, de pouvoir la prendre en charge. Et enfin, il n'y a pas du matériel, il n'y a pas les kits. Et la question n'est pas aujourd'hui inscrite. Donc il y a très peu d'organisations, c'est tout à fait récent, qui travaillent pour que, effectivement, dans nos écoles soient vraiment des lieux adaptés pour pouvoir aborder la question. Or, de plus en plus, ce moment arrive très tôt. Avant, c'était entre 12-13 ans que la jeune fille avait ses menstrues. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des jeunes filles à 9 ans qui ont leurs premières règles. Or, c'est un moment important de la vie d'une jeune fille, puisque ce moment marque le passage donc, de l'enfance à l'adolescence. Et ce qui arrive, c'est que lorsque l'enfant n'est pas préparé à vivre ce moment, c'est que, soit, je crois, ce qui se passe, l'enfant est apeuré, parce que c'est une question, cela survient dans sa vie biologique, elle ne comprend pas, elle n'a pas été préparée à vivre ce moment. Ou il y a aussi, dans la plupart des cas, et les études l'ont montré aussi bien en Afrique que dans les autres pays, que parfois il y a un sentiment de honte. Il y a un sentiment de honte. Et comment aborder cette question? Je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, on demande que nos écoles soient préparées également à le faire. Donc il faut commencer déjà par, disons, donc sensibiliser et informer donc les enseignants par rapport à cette question-là, parce que même les enseignants, ce sont aussi, dans la plupart des cas, ce sont des hommes qui ne sont pas préparés à cela. Même à la maison, dans les ménages,
ce n'est pas très courant que la maman parle de ces questions à sa petite fille. Donc je crois qu'il y a un travail à faire aussi bien à la maison qu'au niveau de nos écoles, et surtout faire en sorte que les toilettes soient de plus en plus adaptées. Parce que dans nos écoles, d'abord, la question... On reviendra tout à l'heure sur les caractéristiques, selon vous, que doivent avoir désormais ces toilettes dans nos différentes écoles. Vous permettez, et je vais pouvoir abonder dans le même sens que Alain en posant cette question à William Tchouki. Alors, c'est vrai qu'il faut sensibiliser à l'école, les enseignants et tout, mais le gros boulot commence déjà par la maison. Quand on sait désormais que l'enfant peut avoir ses menstrues à partir de 9 ans, il faut pouvoir parler à l'enfant pour dire à partir de ce moment, tu peux avoir des surprises. Il faut pouvoir prendre ses responsabilités, n'est-ce pas, William Tchouki? C'est vrai qu'on dit que c'est un sujet tabou, mais je crois que la plus grosse responsabilité vient à nos mamans. Aux mamans, j'allais dire en général, nos soeurs, nos grandes soeurs. Parce qu'elles ont vécu. Il faut aussi qu'elles aient le courage de l'expliquer à leurs jeunes soeurs, à leurs filles, pour dire à un certain âge, comme l'a dit Alain, que maintenant ça vient un peu plus tôt, 9 ans, 10, 11, 12 ans, il faut déjà préparer la fille pour dire, ok, quand tu auras tel âge, tu vas constater qu'il y aura du sang qui va pas couler. Parce que parfois, les filles sont à l'école et puis elles constatent que le kaki est taché. Et elles paniquent, elles ne savent pas comment se comporter. Elles pleurent même pour elles, c'est un truc que ça vient d'où, bien je suis tombée, il y a quoi. Donc les mamans doivent quand même prendre leurs filles, leur expliquer voilà, qu'à un moment donné, tu vas constater cette chose et voilà comment on se comporte. Parce que je sais que dans les villages, on n'a pas les couches, comme on le dit. Les serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques, comme on dit chez nous en ville, mais au village, comment on le fait? C'est sûr, il doit y avoir des manières pour le faire. Déjà, l'apprendre à l'enfant pour dire, OK, quand ça vient, ou bien tu gardes déjà quelque chose dans ton sac, quand ça vient, tu sais comment rapidement aller quelque part te changer. C'est vrai qu'aussi au niveau des écoles, on n'a pas les toilettes, les milieux, l'endroit où l'enfant peut aller rapidement faire ce truc. Mais le gros lot du problème, c'est la maman, déjà d'apprendre à sa fille qu'à un moment donné, que ça viendra et qu'elle ne panique pas. Le gros lot revient à la maman, c'est vrai, mais Angela, vous savez aujourd'hui que ce sujet, c'est un sujet tabou. Difficilement, les mamans arrivent à aborder ce sujet, mais il faut pouvoir quand même l'aborder pour éviter le stress aux jeunes filles à l'école, n'est-ce pas? Moi, à travers vos développements, j'ai bien compris qu'il y a deux choses. Une chose est de préparer l'enfant à cette phase de sa vie. L'autre chose, c'est à l'école, avoir le dispositif qu'il faut pour que l'hygiène soit correcte lorsqu'il y a, disons, cette situation qui se présente à la jeune fille. Par rapport à cela, je crois qu'il faut bien situer les responsabilités. C'est deux choses différentes. Et moi, je n'aimerais pas faire d'amalgame. Je commencerai par comment aborder, qu'il faut aborder la question. La responsabilité, en fait, revient à la maman ou en tout cas aux parents. Même le papa peut le faire parce qu'il y a des situations dans lesquelles le papa peut se retrouver seul avec sa fille. Donc, la responsabilité de parler à l'enfant, de préparer l'enfant à cette étape de sa vie incombe aux parents. Maintenant, parfois, lorsque cette situation arrive un peu tard dans la vie de l'enfant, quand c'est à 13 ans, 14 ans, on a la chance que l'école, au moins, est déjà en biologie, aujourd'hui on parle de SVT, aborder quelque peu, en tout cas, la question sous un angle scientifique, pour que l'enfant soit déjà préparé. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Alain, ça arrive très tôt. Donc, effectivement, c'est à la maman qui a déjà... parce que on est déjà, les mamans sont beaucoup plus enclines à parler avec leur fille. Donc, à surveiller, à regarder même sa fille, parce qu'on peut le constater quand la fille commence à changer de comportement. Pas de comportement, mais sa morphologie. À changer. La maman, du haut de ses expériences, doit pouvoir se dire, ces moments-là approchent et lui parler. Et aujourd'hui, nous avons la télévision qui, on a beau en faire un tabou, la télévision sort beaucoup de choses. Donc déjà, c'est à la maman de se réserver quelques intimités avec sa fille pour lui parler de ces choses-là, une éducation sexuelle qui est différente de l'éducation
quand on dit éducation sexuelle, c'est pas forcément. Aujourd'hui, ils apprendre, disent, c'est pour voilà. ça qu'ils utilisent beaucoup plus l'éducation à la sexualité À la ou à la santé de voilà, reproduction. voilà, c'est pas forcément pour dire Aller faire des rapports sexuels. aller faire des rapports sexuels. Et les risques, comment se comporter en ces moments-là, c'est à la maman de le dire. Maintenant, par rapport à l'hygiène, qui, ma foi, je pense que c'est ça notre problème aujourd'hui. Exactement. Voilà. Comment Par gérer rapport tout ça? à l'hygiène, il faudrait que les filles, je pense que les femmes habituellement le savent, mais lorsqu'on est en période menstruelle, donc on a ces menstrues, on est beaucoup plus exposé à des infections. Donc c'est comme une porte d'entrée pour les microbes. Donc c'est une période où on doit franchement avoir une hygiène intime rigoureuse. On a l'habitude de dire qu'il faut faire sa toilette sans trop forcer. D'ailleurs, pour les enfants, les jeunes filles, elles n'ont même pas encore eu leur premier rapport sexuel, donc elles peuvent normalement nettoyer ça à l'eau claire et puis utiliser des serviettes hygiéniques et autres. Donc, une fois où la maman l'a déjà informée par rapport à ces choses-là, et qu'on doit calculer son cycle et savoir qu'à telle période on pourrait avoir ça, elle doit pouvoir maintenant avoir ce dispositif-là peut-être dans son sac quand la période approche. Et à l'école, ce qui revient maintenant à l'école, c'est d'avoir des toilettes correctes. Moi, je me souviens, il y avait deux écoles de la place qui m'avaient sollicité pour parler souvent aux enfants. Quelques enseignements par élèves. rapport à l'hygiène sexuelle et aussi les maladies sexuellement transmissibles. Et je me rappelle la hantise de ces jeunes filles-là, c'était justement pendant les menstrues, comment pratiquer l'hygiène, parce que, ma foi, il n'y avait pas souvent de toilettes correctes. C'est parfois des latrines, disons la vérité. Donc, pour une jeune fille qui va au niveau des latrines pour maintenant mettre sa serviette hygiénique, c'est pas forcément agréable, surtout quand on sait que les hommes ils sont passés, les garçons sont passés et qu'ils n'ont jamais vu le trou. Voilà, et qu'ils ont laissé des déchets aux environs. Donc, ce qui reviendrait à l'école, c'est donc ce dispositif pour aider la jeune fille à adopter l'hygiène qu'il faut. Maintenant, par rapport à la honte, c'est la maman qui doit préparer son enfant. Et parfois, effectivement, ça peut quand même venir à l'école la première fois. Ça peut vous surprendre. Mais donc, on doit pouvoir avoir un infirmier ou alors qui pourrait donner les premiers conseils à l'enfant, ou alors on pourrait avoir le préfet, même si c'est un homme, suppléer pour aider la jeune D'accord. fille. Il faut rappeler qu'entre-temps, Félix Adenka nous a rejoint. Merci Félix d'avoir fait si vite pour dévaler ces quelques kilomètres qui vous séparaient de notre studio. Merci d'être là. Vous êtes le coordonnateur national du WSSCC. C'est bien cela en français, ça veut dire quoi? Le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, qui gère le Fonds mondial pour l'assainissement. Alors, la première question, c'était, on avait commencé un peu avant que vous veniez, mais c'était de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, nos établissements scolaires ont le dispositif nécessaire pour permettre aux filles de mieux gérer leurs menstrues? Quel est l'état des lieux, si vous préférez? Oui, l'état des lieux est ceci que dans la plupart des écoles, il y a des installations sanitaires. Mais ce n'est pas sexe-spécifique, comme l'aurait recommandé la norme. Sexe-spécifique, ça veut dire qu'il faut en avoir pour les garçons, pour et les pour les filles. filles. Et la plupart du temps, même ce qui est disponible est partagé à moitié entre les enseignants et les élèves, ce qui fait que le ratio n'est pas respecté. Vous pouvez avoir 2 ou 3 blocs de latrines, mais la moitié est occupée par les enseignants, l'autre moitié pour des centaines d'élèves. Voilà les problèmes que ça pose. L'autre chose aussi, j'ai suivi votre intervention, on n'a pas encore pris en compte cette spécificité nouvelle maintenant de gestion de l'hygiène menstruelle. Il faudrait qu'on y arrive parce qu'il faut beaucoup d'éducation, il faut des infrastructures.
il faut des changements de comportement. La solution, on est en train de le faire, c'est de mettre en place les comités de santé dans les écoles, mais aussi il faut les former. Il ne faut pas seulement les former à regarder l'alimentation, mais aussi avoir et discuter avec les filles, parce que les enfants sont précocement réglés maintenant. Déjà à 9 ans, à 13 ans, elles ont leur menstru. Il faut les préparer, il faut les accueillir, il faut les dispositifs pour régler ça. Globalement, hein, disons qu'à 80%, les écoles sont dotées de latrines, même si ce n'est pas dans les normes. Mais... De latrines dans l'hygiène, enfin, véritablement. Ouais. C'est déjà ça. Ce qui reste à faire, c'est qu'on puisse les spécifier, qu'on puisse en construire davantage. Il y a quelques projets qui travaillent là-dessus, quelques fondations. Des fondations que vous connaissez, Claudine Talon, quelques autres projets qui travaillent sur le sujet. On va y arriver. Mais en quoi est-ce que... On doit exiger aux établissements, et ça doit faire partie de leurs normes. Quand on crée un établissement ou quand il y a un établissement, ce dispositif de toilette-là, ça doit être une norme pour l'école. Mais en quoi est-ce que c'est important? En même quoi? pour nous, dans les services la section également. spécificité dont vous parlez, on doit pouvoir séparer les femmes. Parce que vous, en quoi c'est dégainez, important? Voilà, nous, justement. On doit s'asseoir. On est accroupis. Et vous vous dégainez. Donc, on en a parlé ici. Il y a des gouttes qui peuvent se retrouver après au bord du bidet. Et puis, les microbes, les toilettes sont là où les microbes retrouvent leur développement par excellence. Donc, on ne peut pas mélanger femmes et hommes pour préserver l'intimité de la femme, puisqu'elle doit s'asseoir. Et on doit avoir justement de l'eau, de l'eau aussi, donc, à côté, à proximité, ou à défaut, au moins du papier hygiénique pour permettre à la... Et ça, c'est même pas seulement dans les établissements scolaires, permettez-moi de le dire, c'est même dans les ministères, partout. Ça doit être la norme, parce que quand vous regroupez des gens, vous devez savoir que c'est des réflexes. C'est des besoins, réflexes. C'est vrai que le retard est déjà constaté par rapport à ce dispositif, mais Félix l'a dit tout à l'heure qu'il y a quand même des structures telles la Fondation de la Première Dame qui a commencé par installer ce dispositif dans les écoles, surtout dans les écoles pour les petites filles qui ont leur menstruation. Pourquoi il faut attendre des fondations? Oui, j'ai dit que le retard est déjà constaté dans beaucoup d'écoles. Mais comment faire pour rattraper ce retard? Il faut maintenant l'installer. Si on peut le faire, là, ça permet au moins de corriger. Et qui l'installe? C'est un tas de choses. Qui l'installe? L'État va le faire. Les structures aussi privées qui ont les moyens aussi doivent aussi le faire pour accompagner ces écoles. Et là, on est sûr de pouvoir gagner la bataille. On donne la parole à Alain et puis on retourne à Félix. Serge a demandé tout à l'heure pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que il y a beaucoup de jeunes filles qu'on perd en cours de route. Rien qu'à cause de ça? Rien qu'à cause de ça. Parce que très souvent, lorsque cela survient et que la fille n'est pas préparée et autres, il y a un sentiment de honte. Et ce sentiment de honte fait que la jeune fille, elle peut abandonner l'école. Non seulement ça, même au niveau des camarades de classe, il y a un sentiment de rejet. Moi, je me rappelle quand j'étais au CM2, il y a une jeune fille comme ça, et ça m'est toujours resté. C'est arrivé en classe, et nous avons considéré, nous, on ne connaissait pas ce phénomène-là. On a pensé que c'est une fille, excusez-moi, qui n'est pas propre, donc qui, certainement, que c'était sale, puisqu'elle s'est salie la robe. Donc, je crois que, et je la reconnais jusqu'à maintenant. Et j'ai grandi avec ça. Il a fallu que, avec le WSCC et autres, avec le temps, je me suis rendu compte, en fait, que c'était normal que cela arrive dans la vie d'une jeune fille. Donc, il y a beaucoup de jeunes filles, et surtout, dans certains milieux, avec la culture, on demande à la jeune fille, on l'isole. Et parfois, on l'empêche même de participer aux activités quotidiennes. Quotidiennes. Et cela fait que, effectivement, il y a beaucoup de jeunes filles qui arrêtent donc d'aller à l'école. Donc, c'est pour cela que c'est important que même dans les programmes de l'éducation, que cette question-là soit intégrée. Et moi, j'ai vu au Ghana, aujourd'hui, qu'est-ce que le ministère de l'Éducation fait? Le ministère de l'Éducation, donc,
essaie de doter donc ces établissements scolaires de kits, de ces kits-là. Donc il y a des kits donc qu'on met en place et on prépare donc les enseignants qui sont informés, sensibilisés sur la question, parce que cela peut survenir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, même si la jeune fille elle est préparée à la maison, elle ne va pas tout le temps donc venir à l'école avec les kits. Donc c'est pour cela qu'à l'école, il doit avoir des kits et l'enseignant doit être préparé à faire face à cette question-là. Donc je crois que c'est tout à fait important. Si nous voulons améliorer donc le taux de scolarisation des jeunes filles, c'est qu'il faut suffisamment prendre en compte cette dimension. Oui, Félix, Alain le disait tantôt, il faut pouvoir sensibiliser les enseignants, il faut pouvoir aussi avoir un dispositif à l'école, il faut pouvoir avoir des infirmiers et tout, mais l'enseignant doit être au centre de tout parce que quand ça survient à l'école, il faudrait quand même que l'enseignant réagisse et puisse calmer son élève, n'est-ce pas? Oui, je vais répondre par... Commencer par dire que c'est 3 à 5 jours d'absence par mois pour les enfants, pour les filles en milieu rural. Vous mesurez l'importance et ça fait qu'on a suivi une cohorte de jeunes filles du cours initial jusqu'au CM2. C'est à peine 23 qui arrivent au CM2. Vous voyez, c'est lié à beaucoup de choses, hein, mais cette question-là est importante. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de programmes Wash and School qui prévoient beaucoup de choses maintenant. Il y a même une stratégie au Bénin, stratégie pour l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. Ce qu'il faut faire, nous avons des kits, des bracelets maintenant, très jolis, j'aurais pu en ramener, de 28 boules, 28 petits trucs, dont 5 rouges. Ça permet à l'enfant de suivre son cycle. C'est joli, hein, c'est vraiment... Et vous distribuez ça dans les écoles? Dans les écoles, c'est à la fois esthétique, mais l'enfant peut suivre régulièrement et ça règle d'autres problèmes. Et c'est quand est-ce qu'il faut garder ces trucs. Maintenant, par rapport au kit, nous formons des pairs dans les écoles pour que les enfants aillent les filles plutôt, elles se confient à cette personne-là quand elles ont ces petits problèmes de choses. Souvent, les enfants ne veulent pas se confier aux enseignants. On recherche parmi les vendeuses, parmi ceux qui fréquentent l'école. En tout cas, il y a cette stratégie-là maintenant qui fait Et vous formez ces personnes-là sur toute l'étendue du territoire? Non, ça n'a pas vraiment commencé au Bénin. Je vous donne l'exemple de WCC au Sénégal, au Niger, et je suis convaincu qu'on va réussir. Si on a pu réussir ça dans des pays, excusez-moi, un peu conservateurs par rapport à ce thème, au Sénégal, au Niger, des pays vous voyez que ça va être plus facile. Ce que je veux demander aux autorités, c'est qu'il faut qu'on s'engage, il faut qu'on passe à l'action maintenant, qu'on ne reste pas sur la rhétorique, on va. Et je vous assure, ça ne coûte pas grand-chose. Les bracelets coûtent à peine 100 francs. Et ça se gâte vite, pour remplacer tous les 3 mois ou quelque chose comme ça. Et la formation des pairs dont vous parlez? Ça aussi, il faut mettre ça en stratégie pour pouvoir les créer. Ça aussi, c'est pas difficile. Il suffit de discuter avec les enfants. C'est la personne en qui elles ont plus confiance. Souvent, c'est pas les enseignants. On trouve des enseignants. Il y en a quelques-uns. Mais souvent, comme vous le dites si bien, elles préfèrent se tourner vers... Mais Angela, je voudrais... Il faut louer, ce que... C'est un projet, je ne sais plus. Le WSSCC. Voilà, il faut louer ça. Mais désormais, il faut savoir qu'au Bénin, nous sommes très indisciplinés. Donc, il faut qu'on mette ça dans les normes, c'est-à-dire un établissement là. On doit faire des descentes, vous comprenez? Je ne sais pas si c'est le ministère de l'Environnement qui va prendre le lead ou le ministère de la Santé, c'est pas bien grave, mais il faut qu'on trouve le mécanisme pour que tous les établissements soient dotés. Voilà, au moins si vous réunissez 400 élèves, c'est bien ça. C'est bien ça. Okay. 400 élèves. La norme doit dire qu'il vous faut tel nombre de toilettes. Vous comprenez? Voilà, c'est combien?
Pour 50. Voilà, et Un on pour rentre 50. dans l'établissement, peut-être la police sanitaire, et puis si vous n'avez pas ça, on ferme. Moi, je ne sais pas. Oui, d'accord. C'est un peu drastique ce que vous dites. Hein. Oui, Et c'est vrai que drastique, tout à l'heure, on nous a projeté une de ces images des toilettes des écoles. Béninois sont au pas. Ouais. Quand Pour vous, il faut taper. Ah, la rigueur. Quand on n'est pas rigoureux avec les Béninois, ils se complaisent. Mais en même temps, je voudrais bien, voilà ces quelques images que vous allez voir hein, de toilettes qu'on peut retrouver suffisamment malpropres que vous voyez dans les écoles, etc. Alors, Angela, je voulais vous demander tout de même, hein, quelles conséquences une hygiène menstruelle mal gérée peut avoir sur la jeune fille qui est tout de même la femme de demain? Oui, c'est des infections sexuelles, urinaires, j'allais dire, des infections aussi sexuellement transmissibles, et ça peut aller jusqu'à l'infertilité. Par exemple, si ça migre, les microbes migrent jusqu'au niveau des trompes. Vous savez le rôle que les trompes jouent, par exemple, au niveau de la procréation. Donc, ça peut aller jusqu'à boucher des choses de ce côté-là. Et il y a le myomètre qui peut être aussi... le myomètre, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau de la paroi de l'utérus qui peut être aussi atteint. Et là, c'est des problèmes. Donc, essentiellement, c'est les infections sexuelles. Donc, de son appareil génital, et également, elle peut attraper les maladies sexuellement transmissibles, les MST. Donc, c'est essentiellement ça. Lorsqu'on n'a pas une bonne hygiène, et quand on parle d'hygiène, c'est aussi bien l'eau, parce qu'on doit se laver les mains. Quand on a fini, par exemple, de changer la couche, on doit forcément laver les mains parce qu'on peut contaminer d'autres personnes. Et le sang, c'est un milieu d'excellence pour le développement des microbes. Donc, imaginez une femme qui va se changer aux toilettes et qui revient vous donner la main. Vous imaginez, elle va vous contaminer s'il n'y a pas de l'eau pour se laver les mains. Donc, le risque, c'est au niveau de la jeune fille, mais également pour son encourage. Donc, on gagnerait franchement dans les établissements à doter les jeunes filles de tout ça. Alain Tosno, il y a aussi ce volet qui constitue un poids, c'est-à-dire la tradition. Pour la tradition, quand une jeune fille ou une femme est menstruée, elle est considérée comme impure, et cela pourrait peut-être pénaliser les jeunes filles, n'est-ce pas, Alain? Oui, mais je crois que, comme le grand frère Félix l'a dit, je crois qu'il y a déjà des programmes nationaux dans les pays comme le Sénégal et le Niger. Il y a des études qui sont faites pour démarrer un programme national. Il y a une étude qui est faite, donc qui permet absolument de recenser toutes ces contraintes-là et de voir comment on peut les aborder, on peut trouver des solutions. Je crois qu'aujourd'hui, en termes de tradition, pesanteurs socio-culturels, il faut un changement de comportement et il faut absolument une communication qui permette donc de lever ces barrières-là. Je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont informés donc, de ce qui se passe un peu partout. Donc je crois qu'il faut absolument que déjà notre pays s'engage et qu'au niveau donc, des écoles, que le ministère de la Santé, qui a en charge la question de l'hygiène et de l'assainissement de base, et les différents ministères donc, que nous avons, puisque nous avons beaucoup de ministères de l'éducation, au niveau du primaire, mais au niveau du secondaire, se parlent pour que déjà, absolument, qu'on intègre donc, cette question de la gestion de l'hygiène menstruelle, parce que il faut d'abord donner de l'information et de l'aide à la jeune fille, mais en plus, il faut avoir les toilettes donc, adéquates. L'environnement doit être... Donc, on doit créer l'environnement pour aborder la question. Il y a aussi la question donc, de l'élimination de tout ce qui est déchets lorsqu'on a fini. Et ça aussi, c'est une dimension très importante. Parce que dedans, il y a des sachets aussi. Il y a des sachets, il y a plein de choses. Donc, je crois que c'est important que notre pays doit se réveiller par rapport à cette question-là. Si autour de nous, au Niger, au Sénégal, il y a déjà ces programmes-là, il faut la volonté politique. S'il y a la volonté politique, il y a des partenaires qui sont disposés à accompagner notre pays. Maintenant, à nous de faire le pas, à nous de nous engager pour que, effectivement, cette question, sinon, on ne peut pas atteindre donc,
un taux de scolarisation de 100% de jeunes filles si on laisse, on laisse sur le carreau un certain nombre de jeunes filles. Si on laisse en rade. Oui, allez-y, monsieur Félix, allez-y. Perdu de vue. Ce qu'on a fait au Sénégal, on a été chercher dans le Coran et parfois aussi dans la Bible les passages qui renforcent ce que nous disons. Vous savez, dans le Coran n'aime pas la saleté. Enfin, le musulman ne doit pas être impur. Donc on a trouvé des versets, des sourates, et c'est ça que... Et on a mis les leaders d'opinion, les imams dans le jeu. Mais ça a marché. Et c'est les jeunes filles qui viennent témoigner, c'est les imams qui viennent dire... Pour la première fois en 2008, quand on parlait de cette affaire, même moi, je dis non, c'est pas possible. Au Sénégal, et on m'a pris pour jouer une scène, j'ai refusé, moi je ne peux pas. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est facile et on peut l'atteindre. Il faut la volonté politique. Et toujours, il faut avoir la communication. Il faut la communication. Et je nous invite le 15 octobre, je ne sais pas si on va y arriver. Bien sûr, on va y arriver tout à l'heure. Il faut parfois utiliser les croyances des gens pour les amener, pour changer de comportement, pour les amener à changer de comportement. Ça fait partie du procédé de communication. Donc, je crois qu'avec ça, on peut effectivement atteindre cet objectif de dispositif pour l'hygiène des menstrues. Oui, et justement, ça nous permet de demander à Félix quelles sont les caractéristiques que doivent respecter ces différents dispositifs qui permettent cette bonne hygiène menstruelle à l'école. Est-ce que le dispositif a des caractéristiques spécifiques? Oui, pour les filles, il y a des spécificités. Et déjà, même les latrines que nous avons aujourd'hui dans nos maisons ne sont pas adaptées. Déjà. Et la fondation Bill Melinda Gates a fait une étude sérieuse. Nos trucs, ce n'est pas adapté parce que la nuit se coince quand on est assis comme ça. Donc tout ça, il faut revoir. Mais plus spécifiquement, ce que nous avons dans les écoles aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de ressources pour avoir ce qu'il faut. On fait avec ce qu'on a pour le moment en attendant de les améliorer. Et on a conçu des modèles, des prototypes qui sont beaucoup plus adaptés. C'est encore l'USAID, les Américains qui ont travaillé là-dessus et qui nous proposent des modèles. Mais c'est en fonction des ressources. Et on se dit, commençons par le minimum et après on va l'améliorer. On va monter en échelle. C'est vrai, il faut des toilettes dans les écoles, mais il y a aussi la question de l'entretien. Qu'est-ce qui entretient les toilettes? Non mais aujourd'hui, quand vous allez, les images l'ont montré tout à l'heure, quand on a montré ces images, vous savez, quand on va dans les écoles, c'est comme si les toilettes, une fois qu'elles sont construites, personne ne s'en occupe. Ils sont abandonnés. Quand on va faire nos besoins, c'est fini, on verse, enfin du moins on finit de faire le papier hygiénique qu'on utilise, on jette ça par terre, puis on continue. Personne ne veut savoir comment s'entretenir. Tout à l'heure, Angela parlait de police environnementale. Bon, combien sont-ils? C'est vrai que l'État aujourd'hui veut augmenter l'effectif. Il faut que la police sanitaire aussi. Oui. Il faut que chacun, nos responsables d'établissement, puissent prendre le soin de dire s'il faut qu'on responsabilise les élèves pour dire que chaque classe doit prendre le soin de nettoyer les toilettes tel jour. Et là, ça permet à ce qu'on ait tous les jours de l'année, enfin, j'allais dire, toute une semaine au moins, nos toilettes propres. Sinon, personne ne le fera. Et puis, là, ça met en mal ces filles qui doivent protéger, ou du moins qui, par rapport aux menstrues, doivent aller dans ces lieux pour se nettoyer. Sinon, elles vont encore se contaminer et tomber malades. Et tout à l'heure, elle a dit que quand ces filles ont ces menstrues, on sait combien ne vont plus à l'école. Et c'est pas bien. Or, nous, on dit qu'on veut que toutes les filles aillent à l'école. Là, je crois que c'est très important que les responsables d'établissement puissent prendre la responsabilité pour vraiment qu'on nettoie nos toilettes, même si pour le moment... Oui, mais lorsque vous dites prendre leurs responsabilités, qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais bien sûr. Vous savez ce que les gens font, non? C'est 4 heures. Enfin, on vous punit. On vous punit. Oui, 4 heures, 2 heures de temps. C'est vrai qu'il faut... Oui, c'est pas bien. Pas tous à la fois. Je pense même qu'il ne faut pas voir ce travail-là comme une corvée. C'est une erreur que les enseignants font. Donc, lorsque l'enfant, on veut le punir, on l'envoie nettoyer les toilettes. Ce n'est pas ça. D'abord, le problème qui se pose, c'est que
aujourd'hui, puisque les toilettes ne sont pas bien entretenues et autres, donc quand le moment vient d'aller aux toilettes, les enfants quittent l'école et et retournent à la maison. Et ça, c'est pas seulement la jeune fille. Et c'est pas seulement la jeune fille, de façon générale. Donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui perdent donc quelques minutes ou quelques heures de cours, ne serait-ce que pour ça. Et pour la jeune fille, c'est encore plus grave parce qu'elle doit passer plus de temps lorsque ce moment de menstruer arrive. Où elle doit pouvoir aller se changer et tout ça. Donc il y a des filles comme ça qui ne reviennent même plus à l'école ce jour-là où, bon... Ça fait au lendemain. Ça fait 4 à 5 jours. Encore lorsque ça doit être difficile, lorsque ça doit être, que c'est douloureux. Quand on parle des mots de chaque mois, elle doit encore revenir, elle doit faire la même corvée. Donc je crois qu'il faut comprendre, il y a 2 options. On a vu dans des écoles qu'on appelle Wash School, dans les programmes de Wash School au Ghana, soit ces comités qu'on met en place donc trouvent le moyen de pouvoir donc assurer l'entretien de ces latrines, la cour de l'école, l'entretien, donc la propriété de l'école de façon générale. Ou ce que moi j'ai vu au Ghana dans certaines écoles d'Accra, c'est qu'il y a des femmes, un groupe de femmes et autres. L'établissement fait un petit contrat avec ces femmes-là qui viennent pour assurer la propriété des toilettes, de l'école et tout ça. Et ça permet aux enfants d'être concentrés donc pour recevoir donc les enseignants. D'accord. La raison première, c'est qu'il y a deux toilettes pour les enfants qui sont 200 et 2 ou 4 pour les enseignants. Il y a des toilettes qui ne sont pas utilisées et les enfants font la queue pour aller aux toilettes pendant la récréation. Avant que votre tour n'arrive, il est déjà saturé, il est déjà... Et tout ça, c'est presque pour la santé après. Dès qu'il arrive sur les toilettes, il n'atteint même pas le trou avant de lâcher. Ce qui fait que l'autre qui vient ne va pas mettre son pied là où lui aussi fait à côté. En moins de 2 heures, c'est saturé. On procède à la défécation à l'air libre, à côté, partout. C'est comme ça. Que c'est mieux d'être drastique avec eux. Parce que ça nous va... Avec tout le monde, en réalité. Oui. Non, avec tout le monde, finalement, parce que ça les enfants, on doit leur apprendre. Alors, on doit leur apprendre l'hygiène. 50. Si on peut demander désormais aux établissements qui vont rouvrir, qui vont ouvrir, de respecter la norme, et puis là, on pourrait gagner la bataille. Et puis, avant la rentrée, on va vérifier. Ou bien on fait des descentes. Mais en même temps, c'est qu'il y a, vous-même, vous avez commencé à le dire, il y a cette indiscipline notoire que l'on rencontre la plupart du temps chez, je ne parle pas que des enfants, même des grandes personnes, des adultes. Lorsque vous allez dans des services publics, vous avez du mal même chez nous ici, aller aux toilettes. C'est un peu... Oui, même chez nous. On doit éduquer tout le monde. Il faut pouvoir entretenir. Et il y a des toilettes qui sont fermées tout le temps. Il y en a qui sont fermées tout le temps et puis c'est peut-être une seule qui a... On ne l'avait pas jamais. Donc voilà, ça continue. Tout le monde doit être conscientisé par rapport à ça parce que c'est pour notre santé. Généralement, quand ça touche à notre santé, nous devrions pouvoir savoir que sans la bonne santé, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Et donc, les toilettes, quand même, sont des milieux dans lesquels les germes se développent beaucoup plus. Donc, il faut savoir que quand vous allez aux toilettes, il faut vous laver les mains à l'eau et au savon. Au savon plutôt, juste après. Et puis, les rebords des toilettes, il faut également les nettoyer. Et pour le moment, il faut que les filles aussi apprennent à ne plus s'asseoir, parce que moi, c'est possible, c'est ça? Enfin, je ne sais pas. C'est possible. Si c'est mieux pour la santé, il vaut mieux ne pas s'asseoir. Moi, ce que je conseillerais, s'il y a de l'eau aux toilettes, quand vous finissez, nettoyez, c'est simple. Nettoyez, puis permettez à l'autre de venir aussi. Si ça s'est besoin calmement. La religion musulmane a